Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, allez courage avec Blanche de Richemont. Ma cabane en bois est située au creux d'une vallée du Morvan, entourée d'arbres frigorifiés. Juste une pièce avec un bureau et un lit, une cheminée, une petite cuisine et une douche. Une seule fenêtre donne sur une plaine où poussent les sapins encore jaunes. Elle sera mon refuge d'écriture. Bonjour Blanche de Richemont. Bonjour Marc. Alors Blanche de Richemont, vous êtes conférencière, vous êtes auteur, vous avez écrit notamment récemment le souffle du maître en 2015. Vous avez obtenu le prix Aleph des libraires pour le mieux-être et la spiritualité, et le sourire de l'aube chez Fayard en 2020. Et là, vous revenez avec un livre qui s'intitule Allez, courage, et le sous-titre c'est Petit traité de l'ardeur. Alors, j'ai ouvert cette émission, comme vous ouvrez le livre, par cette petite cabane dans le Morvan. Vous avez passé quelques jours en hiver pour écrire le livre. Alors, pourquoi cet isolement d'écriture, de rédaction, alors que votre livre est plein de personnages que vous rencontrez? Alors d'abord, j'ai été initiée par le désert. Je suis fascinée par le Sahara depuis plus de 23 ans maintenant, que j'arpente à longueur de temps. Et donc, ça veut dire qu'une de vos activités, c'est d'emmener des groupes dans le désert. Et voilà. Et de leur parler de joie. Je leur parle de l'enseignement du désert vers la joie. Car moi, j'ai été enseignée, initiée par le désert. Donc, j'essaie de transmettre ce que j'ai appris du désert et de le partager avec des gens qui viennent une semaine et de leur faire partager ce que moi, j'ai reçu du désert pour les aider à faire aussi un chemin. Donc, pour chacun de mes livres, j'ai essayé de me remettre dans l'état d'esprit du désert, de me mettre un peu à l'écart du monde, de me recueillir, de vivre avec le silence et la nature et la terre. Et donc, j'ai toujours fait ça pour chacun de mes livres. Mais pour celui-là, Allez, courage, j'ai voulu pousser encore le cursus un peu plus loin. Et j'ai voulu voir ce que c'était que m'isoler dans une cabane. Et là, ne même pas avoir une maison, ne même pas avoir de gens. Oui, ça change quand même c'est tout. Ouais. C'est vrai que ça change tout. C'est vrai que c'est plus riant au printemps ou en été. En hiver, au moment du réveillon, être tout seul dans une cabane, c'est vrai que c'est pas très enthousiasmant à la base. Mais je me suis dit, et pourquoi pas? Comment tu vas vivre ça? J'aime bien m'éprouver un peu, pousser les lignes, me défier. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis partie dans cette cabane. Alors, ça c'est un livre sur le courage, puisqu'il s'appelle Allez, courage. Et c'est une réflexion au fur et à mesure de vos rencontres et de vos réflexions personnelles sur la notion de courage. Est-ce que vous trouvez, Blanche de Richemont, que nous vivons un temps où le courage a non pas disparu, mais peut-être amoindri? Est-ce que notre société sollicite un peu moins notre courage que peut-être d'autres époques? Certainement, parce que je pense que quand on passe sa vie en guerre, on est obligé de convoquer le courage à longueur de temps. On n'a pas d'autre choix que d'avoir du courage, d'une certaine manière. Mais, écoutez, vous voyez bien tous ces gens qui vous disent bon courage à longueur de temps. Vous avez remarqué qu'on vous dit plus jamais au revoir maintenant, mais bon courage tout le temps. Moi, ça m'intéresse, ça. Ça m'intrigue. Oui, parce que vous dites qu'il n'y a pas de mauvais courage. Alors, déjà, il n'y a pas de mauvais courage, parce que c'est quoi la définition du courage? Le courage, si on revient à la racine et au dictionnaire de la langue française, c'est un dérivé du mot cœur. Donc le courage, à partir du moment que c'est un dérivé du mot cœur, dans le dictionnaire est catégorique, cœur et courage, c'est le même mot. Donc, avoir du courage, c'est avoir du cœur.
Donc c'est avoir du cœur à l'ouvrage. Donc le courage part du cœur et touche au cœur. Donc il n'y a pas de mauvais courage. Si c'est du mauvais courage, à ce moment-là, c'est de l'audace, de la témérité, de la force, de tout ce que vous voulez. Mais c'est pas du courage. Donc il n'y a pas de mauvais courage. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que tout le monde n'arrête pas de se dire bon courage? Vous avez remarqué que les gens vous disent plus au revoir et bon courage. Même l'autre jour, pour prendre l'ascenseur, quelqu'un m'a dit bon courage. Alors, je me suis dit, c'est incroyable, maintenant il me faut du courage pour prendre l'ascenseur. Et, et en fait, j'ai vu deux signes. Et la question reste ouverte, on en parle ensemble. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une immense fatigue qui fait qu'on a l'impression que le moindre de nos actions demande du courage, demande un dépassement, rien que de travailler, rien que de vivre, nous demande du courage pour essayer de secouer cette grande fatigue dans laquelle on est tous englués? Ou bien est-ce le souhait inconscient de toute la société d'avoir du courage envers et contre tout, quelles que soient les situations, même donc dans l'ascenseur, on ne sait jamais. Mais vous voyez, donc en fait, je crois que notre société, au fond d'elle, n'aspire qu'à ça. Mais on a l'impression, chez vous, Blanche de Richemont, je rappelle votre livre « Allez, courage », j'ai oublié de dire que c'était aux Presses de la Cité, publié aux Presses de la Cité. Dans ce livre, on a l'impression, vous vous livrez, et on a l'impression que vous faites du courage presque un mode de vie. Oui, en fait, j'en fais un mode de vie. Parce que une vie entière qui est le rayonnement du courage, alors c'est une vie qui élève les autres et qui nous élève nous-mêmes. Une vie entière qui cherche le cœur et qui vise au cœur, alors c'est une vie qui rayonne. Alors c'est une vie qui se donne. Alors c'est une vie qui agrandit la vie des autres. Alors oui, moi je pense que c'est important d'essayer, d'aspirer à avoir du courage, non seulement dans les moments difficiles, ou alors où on a l'impression qu'on est un héros parce qu'on a fait quelque chose de grand à cet instant, mais pour les petites choses. Et c'est la raison pour laquelle le sous-titre de ce livre est Petit traité de l'ardeur, car finalement c'est la flamme de vie qui ne consume pas, qui ne brûle pas, mais qui éclaire et qui dure. Et donc c'est ce courage-là que je vise. J'ai pas dit que j'y arrive, mais c'est celui-là que je vise. Et dans mon livre, j'ai convoqué plein de personnes, on va en parler, mais aussi des personnes de la vie quotidienne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les gens qui chaque jour se lèvent sans se laisser éteindre. Tous ces gens qui chaque jour se lèvent un peu comme un soleil. Mais effectivement, on va parler de toutes ces personnes. Mais l'impression que j'ai eue, alors je me trompe peut-être, mais l'impression que j'ai eue en lisant votre livre, c'est que le courage, d'une certaine façon, la vie nous oblige à certains moments à être courageux. Et on n'a pas le choix. Mais quand on a le choix, on n'est pas forcément courageux. On se laisse aller. Et puis finalement, si le courage n'est pas nécessaire, on n'en fait pas forcément usage. Ben oui, c'est ça. Alors c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent qu'est-ce qu'ils sont courageux. Alors ils ont fait des actes héroïques. Mais après, au quotidien, alors on parle souvent du repos du guerrier. Alors déjà, on parle beaucoup du repos du guerrier, mais rarement du repos de la guerrière, parce que les femmes, elles se reposent jamais. Non, mais, je sais pas, mais... C'est un domaine qui n'a pas encore été investi, effectivement. Il y a quelques expressions qui restent comme ça, qui n'ont pas encore été investies. Vous avez raison. Non, mais c'est pas une question de féminisme du tout, c'est pas ça. C'est que, en vrai, l'homme, il est héroïque, il rentre à la maison, il peut se poser... La femme, elle peut être héroïque dans ses journées. Étant mère de 2 petits garçons, en fait, j'ai l'impression que l'héroïsme, il doit continuer à la maison, en fait. Donc c'est juste qu'on peut jamais se reposer, s'arrêter, en fait, quand on est maman, tout simplement. Donc, tandis que l'homme, il rentre. Non, mais justement, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on est une maman, on n'a pas le choix d'élever ses enfants. Donc, on a l'impression que le courage vient en surcroît. C'est une façon de vivre des choses que, de toute façon, on n'a pas le choix de vivre. Mais est-ce que par ailleurs, on peut faire le choix du courage, même si on n'est pas obligé de le faire? Mais bien sûr, c'est là où c'est essentiel. C'est justement d'avoir du courage même quand on a le choix. C'est-à-dire préférer l'ardeur aux chaussons, aux pantoufles. Préférer se lever de son canapé et aller sur la falaise regarder le coucher de soleil. Ça va encore. On n'a pas besoin de trop de courage. Mais non, pas du tout. Il y en a qui disent, il y a plein de gens qui disent j'ai la flemme au lieu d'avoir la flamme. Ouais. Bon, excusez-moi, c'est facile. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui. Mais c'est la vérité. Ils se disent, oh, j'ai la flemme, je me repose. Mais moi, je trouve que... qu'est-ce qu'on fait de notre repos?
Est-ce que se reposer, ça veut dire on fait quoi? Moi, je suis toujours intriguée quand les gens disent repose-toi. Ok, on fait quoi quand on se repose? On regarde Netflix? Est-ce que c'est ça le vrai repos? Pour moi, le grand repos, c'est le ressourcement. Le grand ressourcement, c'est d'aller au cœur de nous-mêmes, à l'essentiel, aller toucher à l'être et se nourrir de lumière. Il est là le courage, ne jamais renoncer à se nourrir de lumière. Car on est sur Terre pour s'élever, on est sur Terre pour grandir. Ne jamais renoncer à cet essentiel, aller cultiver l'essentiel en soi pour rayonner de ça. Ne jamais se laisser éteindre par l'agitation, par les séries, par le manque d'amour. Être toujours un peu de lumière en plus. Il est là le courage de chaque instant. Parce qu'on est sur Terre pour ça, en fait. Il est bien dommage de finir sa vie sans s'être réalisé, sans avoir réalisé ce pourquoi on est là. Chacun de manière absolument unique. Alors, c'est effectivement une vision très large et vitale, en fait, du courage. Et dans votre livre, donc, Allez, courage, il y a toute une collection de personnes, des femmes et des hommes, euh, dont vous avez admiré le courage d'une certaine façon et qui sont des exemples. Il y a cette ermite qui s'appelle Sœur Catherine, qui est assez fascinante. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez... Ouais. Alors non, en fait, je la connaissais pas avant d'écrire ce C'est une vraie livre. ermite. Ah oui, c'est une vraie Alors vous avez ermite. été une ermite pendant quelques Non, jours. non, mais moi, je suis une Voilà. ermite Mais de elle, pacotille. c'est Non, non, une ermite. Elle vit... Alors elle, ça fait quasiment 30 ans maintenant qu'elle vit dans la montagne. Et elle vit toute seule dans la en France. montagne, en Ouais. France, dans les Alpes. Et donc elle a une grotte, une toute petite cabane, et elle dort dans la grotte et une minuscule chapelle. Et elle vit là, consacrée à Dieu, depuis bientôt 30 ans. Donc moi, quand j'ai Mais vu elle voit et personne. Elle elle voit vit... personne, elle est là, donc elle va de temps en temps. Alors elle a 2 heures, de marche pour, descendre de sa montagne et aller au village pour s'approvisionner. Mais elle s'approvisionne avec le strict minimum et elle remonte et elle vit là, été comme hiver, dans la tempête, dans le froid et la neige, dans sa cabane et sa grotte dans laquelle elle dort. Donc moi, quand j'ai entendu parler d'elle, j'ai été fascinée. Je me suis dit: «Il est là quand même le grand courage». Alors, il suffit pas d'avoir le courage de se dire: «Je vais être ermite», mais le courage de vivre ça chaque jour, de, reconstruire sa cabane après une tempête, de se lever le matin alors que personne va se rendre compte si elle se lève pas, en fait. Quand rien ne vous lève le matin à part votre foi, c'est pas évident. Mais Quand alors, pourquoi on s'inflige ce type d'épreuve? Parce que il doit y avoir une raison, cette ermite, sœur Catherine, qui retrouve d'ailleurs des gestes de grands mystiques de l'Antiquité égyptienne, etc., et qui vivaient seuls dans des grottes le long du Nil ou sur des colonnes, etc. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stimulation sociale, donc tout repose sur le courage de vivre et de se motiver. C'est ça? voilà, c'est l'appel de l'absolu. Elle est l'épouse du sacré, donc elle a décidé de s'y vouer corps et âme Et vous et comprenez ça? Vous le ressentez? oui, je le comprends très bien. Je le comprends très bien parce que, quand on est l'ami du silence, il y a une forme de plénitude dans ce vide qui vous saisit au cœur et au corps et qui fait que peut-être la vie sociale peut paraître un peu fade, un peu extérieure, un peu superficielle. Mais tous les ermites et tous les grands mystiques, s'ils se mettent à l'écart du monde, c'est pour, être totalement absorbés, initiés par l'essentiel, pour faire corps avec le sacré, mais pour ensuite rayonner sur le monde de ces épousailles, d'une certaine manière. Il y a toujours un moment où ils redescendent, au milieu des hommes pour partager ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vécu, pour rayonner de ça. Oui, Hem mais elle redescend pas. Enfin, elle redescend pour faire quelques courses et Elle puis elle remonte. redescend parce que, bah, je l'ai croisée à Paris, parce qu'elle est venue à Paris, elle a écrit des livres, Ouais. Ah elle oui, a elle vient de donné temps des en temps. Alors, donc interviews, ouais. si, elle se mêle de temps en temps aux gens pour essayer d'apporter, un peu de souffle, un souffle d'ailleurs qui soit et trouver des mots baumes qui apaisent et éveillent et révèlent le cœur des gens. Mm. Donc chacun son chemin. Je pense que c'est une quête d'absolu, tout le monde n'est pas fait pour ça. Je pense que c'est un appel intérieur et auquel elle ne peut pas ne pas répondre, qui est plus fort qu'elle, quoi, qui est Alors son elle, c'est vraiment un évidence. choix. Parce qu'il y a d'autres, on verra d'autres exemples où le courage vient de quelque chose qui n'est pas forcément choisi, qui vient d'une circonstance
qui nous pousse à être courageux, elle, c'est un choix absolu, parce qu'elle pourrait vivre de façon complètement différente. Je ne sais pas si c'est un choix, parce que finalement, quand vous avez une évidence qui vous saisit, vous ne pouvez pas le faire autrement que de la vivre, en fait. Comme en amour. Est-ce qu'on choisit les gens qu'on aime? Je ne sais pas, et ça s'impose aussi à nous à un moment donné. C'est plus fort que la raison. Donc je pense qu'il y a aussi une évidence, oui, c'est ça. Elle suit la voie de l'évidence. Alors, parmi tous ces portraits de gens courageux, dans un ordre très différent, il y a Gaspard, ce chirurgien. On ne va pas tous les mettre, mais enfin, c'est pour que nos auditeurs et nos spectateurs sur YouTube voient un petit peu l'aspect du livre. Il y a Gaspard, donc ce chirurgien. Alors lui, effectivement, c'est une autre forme de courage parce qu'il vit, il travaille, etc. Et vous dites que, effectivement, avoir la vie euh, des gens entre ses mains tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, ça c'est compliqué. Il faut un sacré courage. J'y avais pas pensé, mais effectivement, voilà, se remettre en question et avoir une influence aussi importante sur la vie des gens, c'est quand même difficile. Comment on vit ça? On s'habitue à cette... Alors lui, il dit que justement, il faut jamais s'habituer pour pas perdre sa vigilance. Alors il fait de la chirurgie à travers des radios, hein, donc c'est une chirurgie très précise où en fait il œuvre à l'intérieur du corps en voyant ce qui se passe sur la radio. C'est assez novateur, hein, comme technique. Donc le moindre de ces gestes au millimètre près enfin comme tous les chirurgiens, a une importance vitale. Alors moi je trouve que ça c'est courageux. Et il me disait, mais quand j'étais jeune interne et que j'avais un homme poignardé que je devais opérer, et à un moment donné, ça n'arrête pas de saigner, je sais plus quoi faire. Je sais plus comment. Je me dis, le moindre là, ma décision, la vie de cet homme est entre mes mains finalement. Alors il dit, il faut avoir peur raisonnablement, c'est-à-dire être toujours dans la vigilance pour se dire, pour jamais s'habituer. Et en même temps, il y a une confiance qui vient. Il voit ça comme une mission et comme un engagement total de l'être. Là, pareil, en fait, il n'a pas d'autre choix que d'avoir du courage et de rester bien centré. Moi, j'admire ces vies qui se donnent, et il n'y a pas d'horaire, hein, ils se donnent totalement. Moi, j'admire, oui. Je trouve que ça demande du courage de rester toujours vigilant, de se remettre en cause, comme vous le dites. Allez, c'est pas grave. De se remettre en cause, comme vous le dites, et de ne jamais s'endormir. Et puis, en même temps, bon, dans la vie, je dirais, c'est quelqu'un qui peut être, voilà, et qui peut être, avoir des colères, qui peut être impressionné par une personne, qui peut avoir une vie tout à fait normale comme vous et moi, mais il fait pas forcément preuve de ce courage partout. Et mais par contre, quand il est investi de cette mission, il a ce courage intérieur qui le tient. Oui, et d'ailleurs, c'est ça, en fait, qui m'a interpellée. C'est pourquoi, quand on se sent investi d'une mission, quand on se sent dans son axe, on a du courage. Et quand tout d'un coup, on relâche cette mission, on en a moins. Pourquoi? Pourquoi notre vie n'est-elle pas tout le temps l'écho d'une mission? Pourquoi est-ce que l'état dans lequel on est quand on est investi de quelque chose, on ne pourrait pas le garder aussi dans la vie quotidienne? Pourquoi cette séparation, forcément? Alors, ce qui m'intéresse, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que j'achève mon livre Non, non, là-dessus, mais parlez de ce qui vous intéresse. mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment être toujours le rayonnement de cette mission. D'ailleurs, il le raconte, Gaspard, que parfois, avant, quand il était même plus jeune, maintenant il a plus d'expérience, mais il était hyper maladroit, quoi. Il cassait des verres tout le temps et tout. Mais par contre, quand il s'agit de travailler, alors là, c'est dans l'axe pur. Ouais. Alors, moi, j'achève mon livre sur l'image. C'est-à-dire que dans cette mission, il est investi de quelque chose de différent, qu'il dépasse d'une certaine façon, alors que dans la vie quotidienne, il peut être comme vous et moi. C'est ça qui est intéressant. Mais soyons dépassés dans la vie quotidienne, en fait. C'est ça le grand objectif. C'est ça le grand objectif. Pour moi, j'achève mon livre sur l'image du samouraï. Alors cette image, maintenant, elle m'obsède, parce que je trouve que c'est une image qui est juste... Le samouraï, c'est qui? C'est un guerrier en paix. Et le samouraï œuvre et se forme et s'entraîne au quotidien pour ne jamais perdre sa maîtrise et pour être à chaque instant de sa vie l'écho de l'être, l'écho de sa mission. Il n'y a pas de séparation. Nous, il y a une séparation. On le voit même dans l'écriture, quand on écrit un livre.
On peut être très centré, très hein, et on écrit, on est convaincu de ce qu'on écrit, puis après dans la vie quotidienne, on n'est plus forcément aussi cohérent que dans le moment où on a écrit. Non, mais ça, c'est normal. On ne peut pas être toujours, je veux dire, investi au top dans la concentration. Et pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, j'imagine. Mais je me pose la Ouais. question, je me dis: «Pourquoi? Pourquoi forcément?» Si on est capable C'est épuisant. Si chaque instant de la vie, on doit le vivre comme un chirurgien qui pratique une opération, et pas forcément, vous parlez de moments de repos, là, de temps en temps, mais il a pas du peut-être tout, besoin de se reposer, votre chirurgien, mais pas Gaspard. du tout. Et je pense justement que les moments où on se sent investi et en lien avec quelque chose qui nous dépasse et concentré et on se sent en mission quelque part, on est relié à la grande énergie. On est porté par une grande énergie. Si on est tout le temps relié à cette grande énergie, on ne s'épuise pas. Hum. On est toujours relié à la source. Quel que soit le nom qu'on donne à cette source, en fait, il y a forcément une source à laquelle on se relie quand on est dans cette concentration pure qui sauve une vie. Dans cette concentration pure où on a parlé, j'ai parlé aussi d'un ancien dirigeant du RAID, quand on est en mission. C'est ça, dans sa dirigeant qui faisait du raid, qui faisait des interventions, des prises d'otages, des choses comme ça. Exactement. Ouais. Et donc, dans ces moments-là, vous êtes investi de quelque chose. Quand on écrit, on se sent porté. Quand on peint, on se sent porté. Quand on est dans quelque chose, on se sent porté par ce vers quoi on a envie d'aller, par Mais est-ce ce que qui le, nous le- le anime. but de la vie, c'est de vivre tout le temps comme ça? Bah, et C'est- pourquoi c'est- pas? c'est- Et pourquoi pas? Ça veut dire que au lieu de viser le Parce que bien-être, on viserait le plus-être. Alors, prenons cet exemple je ne sais plus comment il s'appelle, mais cet ancien patron du RAID qui a mené des missions, qui a sauvé des gens, qui était autour des prises d'otages, enfin des choses où on est au millimètre, où la vie des gens, là aussi, est entre vos mains. Bon, il a changé, puisqu'à un moment donné, je pense qu'on arrête ce genre de métier, et puis il travaille dans une entreprise, donc c'est fini ce temps-là. Il vit normalement, comme tout le monde, dans une entreprise, avec les problèmes de l'entreprise. D'ailleurs, il en parle. Enfin, vous en parlez. Ah, en fait, je m'interroge sur cette phrase: «Vivre normalement comme tout le monde». En fait, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vie qui soit normale, en fait. Je trouve que chaque vie est exceptionnelle et je pense que quand on a été un ancien dirigeant du RAID, on peut jamais vivre normalement. On est toujours un peu en mission, on s'investit, on s'engage et je crois qu'au contraire, il a essayé il essaye dans son entreprise comment dire? De transmettre ce qu'il a reçu, ce qu'il a appris. Et donc il dit: «Ce qui m'a étonné moi dans les entreprises, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de peur. Les gens parlent pas. Les gens ne disent pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. On ne fait pas équipe, personne ne se responsabilise». Au RAID, comme chaque vie, est en jeu, tout le monde parle parce que les gens, ils mettent leur vie en jeu quand même, hein. Ils mettent leur peau en ils risquent leur peau. Donc tout le monde parle vrai. On ne peut pas tricher, On là. peut pas tricher. Ouais. Et il dit: «Ce qui m'a surpris, c'est de voir que dans les entreprises, ben, personne parle vrai». Il y a la peur qui est au centre. On a peur de dire ce qu'on pense, on a peur de dire ce qu'on ressent, on a peur de dire les choses. Alors il a essayé au contraire de créer cette co-responsabilité. Si tout le monde peut Est-ce parler qu'il y vrai, est arrivé? bah, j'ai la sensation, oui, il a l'air de dire qu'il essaye de faire bouger les choses. Donc là aussi, il est en mission. Il est en mission pour que les gens, pour qu'on devienne tous responsables. Parce que finalement, quand personne ne parle vrai, personne ne s'engage. Quand personne ne s'engage, personne n'est responsable. Et donc, on réclame des droits, mais on se sent investi d'aucun devoir. Alors, quand on n'a aucun devoir, eh ben, on est responsable de rien, donc on ne s'engage pas. Et donc, les choses s'essoufflent d'elles-mêmes. Pour redonner le souffle, il faut que tout le monde puisse s'engager et se responsabiliser et se sentir investi aussi d'un devoir. Hmm. D'un devoir de vérité, d'un devoir de grandeur. Et pourquoi pas, si toute la société aspire à ça, alors peut-être on sortirait de peut-être une forme de cette grande fatigue dans laquelle on est tous. Ouais. On n'attendrait plus rien de l'extérieur, mais tout de l'intérieur, tout de soi. On n'attend plus que ça vienne d'ailleurs que de soi. Mais alors, justement, ça va dans ce sens-là, parce que vous donnez un autre exemple qui est très frappant, qui est celui d'une femme afghane que vous avez rencontrée. Et évidemment, il y a un certain nombre de femmes en Afghanistan qui font preuve d'un courage absolument extraordinaire. Mais là encore, les circonstances font qu'elles vivent une situation tellement tragique depuis le retour des talibans,
cloîtrées chez elles, etc. Elles ne peuvent plus faire d'études, etc. Que d'une certaine façon, ce courage est suscité, il est vital, il est suscité de l'extérieur. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre comme ça. Et donc, là encore, on a l'impression que c'est une nécessité qui vous rend courageux, ou courageuse en l'occurrence, et qui fait que voilà, votre vie se transcende, alors que peut-être que dans un état moderne où ce problème ne se serait pas posé, la vie aurait été beaucoup plus ordinaire. Encore une fois, moi, je ne crois pas qu'il y ait des vies ordinaires, mais, Non mais, je pense qu'on a toujours, même quand on dit on n'a pas le choix, en fait, on a aussi toujours le choix. C'est-à-dire qu'on a le choix de répondre en se laissant éteindre, on a le choix de répondre en se laissant affliger, on a le choix de répondre en se positionnant toujours en victime, on a le choix de répondre en se positionnant avec grandeur et avec... donc je pense qu'en fait, ces femmes afghanes, alors il y a quand même elles sont vraiment niées à la racine, hein. Donc, est-ce qu'elles peuvent encore avoir du courage? Elles sont tellement rognées à la racine que c'est difficile. D'autres qui ont eu accès à la connaissance et qui ont accès à l'éducation, elles ont peut-être plus de clés, donc elles ont le ça c'est très courage. important ce que dit cette femme d'ailleurs dans votre livre, et qui s'appelle, je me souviens plus de son... Chekeba Hashimi. Voilà, c'est ça. Et qui dit, plus les femmes auront accès à la connaissance, et c'est bien pour ça que les talibans, ils ont bien compris, hein, c'est bien pour ça qu'ils les empêchent d'aller Bien à l'école. sûr. Tous les femmes auront accès à la connaissance, plus elles sauront, elles sauront se révolter, et même lorsqu'elles seront en prison, ce ne seront plus les mêmes. Elles pourront faire face à On elles-mêmes. pourra transcender, exactement, on n'est plus Voilà. jamais la même. Donc l'accès à la connaissance Ça, c'est très ouvre les intéressant. portes. Ouais. Elle ouvre les portes. Elle ouvre les portes. Donc les femmes qui n'ont pas eu accès à la connaissance, elles ne savent même pas ce que c'est que la liberté, ce que c'est que d'exister autrement qu'en étant complètement soumises et reniées. Donc là, maintenant, moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est ces femmes qui osent manifester devant les talibans armés. Enfin, elles savent que leur vie est complètement en danger en faisant ça, et elles osent. Elles osent. Elles osent. Il y a des femmes qui osent. Mais elles ont ce courage-là, elles ont le choix, elles n'étaient pas obligées d'aller sortir. Donc en fait, même quand les circonstances pensent qu'on n'a pas le choix, en fait, on a toujours le choix. On a toujours le choix de répondre par l'ombre ou la lumière, quelles que soient les circonstances. Dans mon livre, je parle aussi de Germaine Tillon, cette grande Germaine résistante, Tillon, oui. cette C'est grande ça, résistante qui avait écrit un qui était à manifeste. Ravensbrück, enfin, qui Voilà, était dans les camps de exact, concentration, et qui a écrit un opéra très drôle d'ailleurs. mais extraordinaire. Ouais. Et avant même d'aller à Ravensbrück, elle avait écrit un manifeste en disant manifeste le droit à l'humour quoi qu'il arrive. Merveilleux. Mais une fois qu'on est en camp de concentration, est-ce qu'on en est capable? Et elle en a été capable. Elle a été capable de répondre à l'horreur par une opérette où elle faisait rire les femmes. Ouais, c'est assez fascinant. Et Ouais. elle a été capable d'écrire ça. Elle a été capable de dire les corps, en parlant du corps décharné des femmes, elle disait ces seins qui ne sont plus des seins mais des martyrs. Tellement le corps de ces femmes était décharné et perdait toute féminité. Alors elle a réussi encore une fois à répondre par la lumière, mais elle n'était pas obligée. Elle aurait pu se laisser éteindre aussi, être un cadavre vivant aussi. Elle a eu ce choix-là. Donc vous voyez, et Mandela, dans sa prison, quand même 27 ans emprisonné, il en a profité pour faire des études, pour apprendre. Il se levait à 5 heures du matin. Il faisait encore des entraînements de boxe, de jogging sur place, dans sa petite cellule de 5 mètres carrés. Et il a même, qui est pour moi l'ultime image du courage, jardiné un tout petit jardin au milieu de la prison, dans la cour de la prison de Rhode Island. Il a cultivé un jardin potager. Alors voilà, un homme qui est capable de cultiver un jardin au milieu d'une prison, c'est la plus grande preuve de courage, c'est le plus grand acte de courage qu'on puisse imaginer. Et ça montre qu'on a quand même toujours le choix d'une autre réponse. Oui, on a toujours le choix, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont exceptionnels dans le courage et qui seront de toute façon courageux tout le temps et partout, donc comme Mandela, comme ces femmes, etc. Et puis d'autres qui n'ont pas ça. Est-ce que c'est pas une sorte de... Finalement, est-ce que c'est pas une sorte de grâce, le courage? C'est pas quelque chose... Peut-être, mais il y a aussi avec quoi on cultive sa vie, avec quoi on nourrit sa vie. Mandela, il n'a cessé de nourrir sa vie avec des grands textes, avec des études, il avait une foi. Il a nourri sa vie quand même, ça se cultive, ça s'éduque. Dans les traditions primitives, et Mandela dans sa famille aussi, il y avait les épreuves initiatiques. Donc, je trouve que l'image de l'épreuve initiatique est assez éclairante. Ces personnes-là étaient initiées à l'épreuve.
C'est-à-dire qu'on leur apprenait que l'épreuve était une initiation. Donc le psychisme, au lieu de penser que la vie est belle et que tout va être rose, un peu comme on le fait un peu avec nos enfants, qui après déchantent un peu, ils sont, dès le plus jeune âge, ils apprennent que la vie est une épreuve et qu'ils peuvent être initiés par l'épreuve au lieu d'être massacrés par l'épreuve. Et que chaque épreuve peut devenir une initiation. Quand Mandela a dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », c'est parce qu'il a été éduqué à penser comme ça. Et c'est grâce à son éducation aussi qu'il est devenu Mandela et qu'il a pu être l'homme qu'il a été. Donc il n'y a pas qu'une grâce, il y a aussi comment on éduque nos enfants. Ouais. Est-ce qu'on leur apprend Alors, est-ce qu'au moindre problème, on dit ah, « mon pauvre, c'est vrai, tu as raison, la vie c'est trop dur, allez, viens dans mes bras » Ou comment est-ce qu'on peut... Voilà, tu as ça, ok, je comprends que tu pleures. Et maintenant, on en fait quoi? Maintenant, comment on apprend de ce que tu vis là? Comment on grandit avec ce qui se passe? Mais alors, comment vous vivez cette espèce de victimisme que nous vivons souvent, c'est-à-dire que voilà, ce qui nous arrive, c'est parce que on est à cause de ça, à cause de ci, à cause de telle personne, à cause, etc. En fait, se penser en victime de telle ou telle chose, de tel ou tel groupe, de telle ou telle politique, ça doit vous agacer quelque part. Ah, ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Alors, je suis dedans. Hein. Je suis la première à parfois à rentrer, à penser comme ça, bien évidemment. Mais j'essaye de déraciner cette pensée en moi. Car je pense que c'est faux, en fait. On peut ne pas être une victime par notre façon d'être au monde. Il y a une Oui, clé... mais ce qu'on vit actuellement, vous parlez des jeunes, on les éduque, c'est-à-dire les médias, etc., un petit peu à être victimes. Alors, vous êtes victime de quoi? Donc, On est victime de tout. ouais. On est victime de la maîtresse, victime de l'école, victime du confinement. Alors, on me disait hier, oui, mais c'est difficile d'avoir de l'ardeur chez soi. Ah bon? C'est difficile d'avoir de l'ardeur chez soi? Ah bon? Mais votre canapé, transformez-le en lupanar, en bibliothèque, en jardin, en salon de lecture, en trampoline. Enfin, il y a un peu d'imagination. On peut avoir de l'ardeur partout, en fait. Et il faut décider de ne pas se laisser éteindre. Il y a une clé, ne pas subir. Comment est-ce qu'on peut se positionner pour ne pas subir? Quel positionnement intérieur on peut avoir pour ne pas subir? On est victime du gouvernement, victime de la société, victime de tout, mais on peut avoir le choix, on le voit bien. Moi, j'ai vu pendant le confinement des jeunes qui étaient dans la rue en train d'aider les pauvres et les mendiants dans la rue. Il y en avait qui sont sortis de chez eux en choisissant autre chose, autrement. Il y en a qui ont inventé d'autres choses. Enfin, on peut aussi ne pas subir. Une autre réponse est toujours possible. Alors oui, moi, je m'érige un peu contre cette victimisation constante où on s'enlise dans la plainte et la justification, mais peut-être on peut choisir de réagir autrement. Et le monde entier et l'histoire entière est pleine de personnes qui ont choisi une autre réponse que la victimisation face aux événements. Alors, il y a aussi un passage qui est très, très intéressant dans votre livre, c'est quand vous parlez du courage de la mère de famille. Alors là, elle n'a pas le choix, parce qu'il faut élever les enfants, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Donc, c'est une espèce de courage continué et contraint. Bon. Et vous dites, à un moment donné, si on fait le bilan, quand les enfants sont grands, ils s'en vont, ils font peut-être plus attention, ils ont leur vie, etc. Donc c'est une espèce de courage du don, d'une certaine façon, où il n'y a pas forcément quelque chose en retour. Alors, Non, je pense c'est que... du courage pur, ça? Alors, c'est plutôt l'amour inconditionnel. Oui, c'est plutôt ça. Ouais. C'est vrai que je raconte dans cette cabane, hein, j'ai été un peu malade, même très malade, j'ai eu le Covid. Et donc, Toute seule, dans votre cabane? Oui, toute seule dans ma cabane, j'ai eu Ouais. le Covid. Et donc, chaque geste me demandait un courage incroyable. Et donc, je raconte que je sors de ma cabane et j'essaie de marcher quelque part où je peux capter pour appeler mes enfants. Et je me réjouis d'entendre leur voix, de leur parler. Dans cette espèce parce qu'au lieu d'écrire mon livre, en fait, j'ai plutôt découvert le découragement. Et j'ai compris aussi qu'il y avait une forme de courage à accepter d'être découragée aussi. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Bon, bref, je suis heureuse de parler enfin à mes enfants.
Et en fait, ils en ont rien à foutre de parler à leur mère, quoi, hein. Rien à foutre. Et donc, et Non, mais là, enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est que finalement, ils se sont très vite adaptés au fait que vous n'étiez pas là et ils vivent leur vie. voilà, Ils c'est disent, bon, ça. maman, elle n'est pas là, donc on Voilà, se donc débrouille. maman, ça Une va, espèce de oui, on est content. suradaptabilité qui fait Excuse-nous, on est en que. train de jouer, au revoir. Ouais, Ah là, je suis un peu sceptique, quoi. Je me dis, merde, tout ça pour ça, quoi. ouais. C'est-à-dire que même pas un mot, même pas une discussion. Et là, on touche à l'amour inconditionnel. Les enfants sont des maîtres. Ils nous apprennent à tout donner pour se passer de nous, à tout donner pour leur donner des ailes. On les met au monde pour les donner au monde. On les met pas au monde pour les garder, pour avoir on a besoin, on aime pour aimer, gratuitement. Et si nos enfants savent se passer de nous, eh ben c'est merveilleux, ça veut dire qu'on a su les aimer. Alors c'est un drôle d'amour, hein, c'est un amour difficile, mais c'est la grande initiation de l'amour. Aimer pour donner des ailes, aimer pour être un refuge et élancer l'autre, le laisser libre. Alors oui, les enfants nous apprennent ça. Et là, il faut beaucoup de courage pour se dire, ben, l'objectif, c'est qu'ils soient le plus heureux possible sans moi, en fait. Et tous les jours, on œuvre. Le terme de foyer, il est très clair. Le foyer, c'est là où on cultive le feu. C'est là où on donne on installe pour toujours des braises dans le cœur des enfants pour que toute leur vie, il suffit qu'ils soufflent dessus pour que la flamme se rallume et qu'ils retrouvent de l'élan, de l'amour, de l'enthousiasme. Car en tant que mère, on a créé ce feu dans le foyer de leur cœur. Donc ça, oui, c'est le courage absolu et le plus répandu, je dirais, d'une certaine façon, parce que c'est Pas forcément. tout le monde, oui, tout le monde là. Enfin, Non, tout pas le monde forcément. l'acquiert, ce courage. Pas du tout. On peut aussi hurler sur ses enfants. On peut aussi leur dire non, je veux te garder au téléphone. T'as pas le droit de me parler comme ça. Reste pour me faire plaisir. J'ai envie d'être avec toi. On peut aussi garder pour soi l'amour des enfants. Vous voyez, moi, je me rappelle de ça. J'ai écrit un livre sur l'amour inconditionnel, donc j'étais obsédée par ce sujet pendant longtemps. Et mon deuxième fils dormait avec une veilleuse, une petite veilleuse. Et j'adorais le soir, quand je venais l'embrasser, voir son petit visage d'amour éclairé par la veilleuse. Et un jour, il m'a dit, bon, la veilleuse, maman, terminée. Ah non. Ah non, 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 t'es sûr? Attends, je la mets à côté de toi, la veilleuse. Non, non, maman, je ne veux plus de la veilleuse. Mais si, tu sais quoi, je la mets là, puis si tu veux la retrouver. Est-ce que là, j'ai fait preuve d'amour? Je ne l'ai pas aidé à grandir. Moi, je voulais qu'il garde la veilleuse, parce que je trouvais ça trop mignon de voir son petit visage éclairé par la veilleuse la nuit. Mais lui me disait, mais maman, je veux grandir. Et moi, je disais, bah non, reste encore un peu un bébé pour ta maman qui aime trop te voir avec ton petit visage. Vous voyez, là, j'ai pas fait preuve d'amour inconditionnel. Là, j'ai pas fait preuve de courage, puisque je l'ai empêché de grandir. Alors heureusement, comme je travaillais sur ce sujet, j'ai bien sûr mis cette veilleuse à la poubelle, terminé, j'ai compris. Mais sur le coup, bah non, j'ai voulu garder pour moi mon enfant, alors que lui me demandait de grandir. Ouais. Alors, Blanche de Richemont, dans ce livre, Allez, courage, vous parlez aussi beaucoup de la peur, évidemment, qui est l'apparente proche du courage. Et vous avez cette phrase, vous dites, c'est très intéressant, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la traverser. Oui, parce qu'on croit qu'avoir du courage, c'est avoir jamais peur. Ce n'est pas vrai. Qui n'a jamais peur? Ça n'existe pas. Et puis, comme disait Amaury de Hautecloque, donc l'ancien dirigeant du RAID, il y a quand même deux formes de peur. Il y a la peur qui a sauvé l'humanité depuis la nuit des temps, qui nous alerte, qui est quand même nécessaire. C'est important d'avoir peur. Et lui-même disait, moi je ne prends pas des gens qui n'ont pas peur, parce qu'ils sont inconscients. Donc la peur est une alerte nécessaire et vitale. En revanche, il y a une autre peur, et là personne n'y échappe aussi, c'est la peur métaphysique. On a tous peur de plein de choses à longueur de temps. Cette peur-là, elle pèse sur nos ailes. Elle nous empêche Qu'est-ce que vous voulez d'avancer. dire, la peur La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas aimer, la peur de ne pas y arriver, la peur de mourir, la peur d'aimer, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de tout en fait, hein. La peur de l'autre, la peur de l'amour. On a tous un peu ces peurs-là. Alors, celle-là, à quoi elle sert? À rien. Mais une fois qu'on a dit ça, ça suffit pas à l'enlever. Donc, une clé face à la peur, je pense que tout le monde a donc peur. Quand on entreprend quelque chose de difficile, quand on entreprend... Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas avoir de grandes responsabilités parce que ça leur fait peur. Euh, donc, face à cette peur-là, il y a du courage à accepter d'avoir peur. Ok, j'ai peur.
Et une fois qu'on accepte d'avoir peur, déjà, il y a quelque chose qui se détend, parce qu'on n'est pas en résistance contre ce qu'on ressent. Et ensuite, on traverse. On se dit, OK, je marche avec ma peur, comme Baudelaire marche avec sa douleur. Je marche avec elle. Alors, il y a des gens qui vont chercher la peur. Vous parlez d'Étienne Klein, qui était à ce micro d'ailleurs il y a quelques semaines, qui est non seulement un très brillant physicien, scientifique, mais aussi un grand alpiniste. Et il va, d'une certaine façon, des gens comme ça vont chercher cette peur. Alors, il ne Parce va que pas c'est... chercher la peur, il aime le dépassement, il aime l'appel des sommets, et la peur fait partie du jeu, donc il l'accepte. Je ne crois pas qu'on aille la chercher. Peut-être qu'elle crée une adrénaline et une émotion Non, mais qui... s'il n'y avait pas la peur, si ces montées d'alpinistes étaient hyper sécurisées et qu'il n'y avait pas de danger, ils n'auraient pas la même intensité. Peut-être, mais ils apprennent à vivre avec elle. C'est-à-dire qu'ils vivent avec la peur, ils la traversent. Elle n'est pas un problème. Une fois qu'on se dit j'ai peur Est-ce et qu'ils vont ok. pas la chercher d'une certaine façon? Moi, je crois qu'ils aiment le danger, ils aiment le dépassement. Je crois que ce qu'ils aiment, c'est aller briser les limites et explorer l'infini qu'on a tous en nous-mêmes. Moi, je crois qu'on est 100 fois plus capable qu'on l'imagine. Et des gens comme Étienne Klein, les alpinistes et toutes les personnes qui vont essayer de pousser les limites et aller plus loin et aller dans des vies très extrêmes, c'est parce qu'ils veulent explorer le champ des possibles et briser les limites. Mais je ne crois pas qu'ils cherchent la peur. Après, ils acceptent de vivre avec leur peur. C'est énorme quand on accepte de vivre avec la peur, quand on Ce n'en qu'ils fait cherchent, pas c'est le un frein. dépassement, en fait. Le dépassement, exactement. On ne fait pas. La peur n'est plus un frein, elle est une compagne. Ok, j'ai peur, je vis avec ça. Et c'est tranquille. Quand on se dit c'est normal d'avoir peur, j'ai peur, et ben c'est pas grave d'avoir peur, tout s'apaise. On se dit bah, plus besoin d'en faire tout un flanc, pardon. Ou un plan même de vie. Parce que ça devient un plan de vie. Est-ce que vous avez remarqué, dans notre société, c'est quand même effarant. Vous ne pouvez pas faire un pas dans la rue sans qu'on vous parle de votre sécurité quand même. Pour votre sécurité, roulez moins vite. Pour votre sécurité, Oui, c'est ça. maintenez une distance. Ouais. Pour votre sécurité, vous voyez écrit pour votre sécurité partout. Mais pourquoi est-ce qu'on se sent à ce point en insécurité? D'où vient cette insécurité viscérale dans laquelle on se sent? Et on attend du monde extérieur et de la société qu'elle nous mette en sécurité. Mais peut-être que c'est Ce qu'elle fait, nous-mêmes. d'une certaine façon. Elle le fait mal parce que elle n'existe Elle peut pas, la elle- sécurité Voilà, c'est ça. Elle ne extérieure. peut pas y répondre complètement. Ben non, mais- c'est la vie en fait. L'insécurité, Ouais, c'est ouais, la vie. ouais. Les gens me disent, et je vais beaucoup parler de joie et de courage à des dirigeants d'entreprise, ils me disent, on a découvert avec l'inconnu, avec le Covid, qu'on naviguait à vue, qu'on a découvert un peu à vivre avec l'inconnu. Mais c'est la vie de vivre avec l'inconnu. Qu'est-ce qu'on en sait, vous et moi, de ce qui va se passer tout à l'heure? On essaye de tout sécuriser, mais la vie vient tout exploser joyeusement. Alors la seule sécurité à laquelle on doit aspirer, c'est la sécurité intérieure. C'est la seule qui ne peut pas nous lâcher. Regardez toutes les balises qu'on se met et comment la vie les explose toutes. Alors arrêtons d'essayer de la chercher à l'extérieur et cherchons-la à l'intérieur dans une force d'âme intérieure. Car tout ce qui est à l'extérieur nous échappe et nous lâche. Alors arrêtons de mettre la peur au devant. Notre peur nous engloutit, quoi. C'est pas grave, on a peur et après, avançons, continuons. Mettons plus d'amour pour la vie. Ceux qui ont un immense amour de la vie, ils ne se laissent pas guider par la peur. Quelqu'un comme Étienne Klein, il ne se laisse pas guider par la peur. Ça n'empêche pas d'avoir peur. Mais il dépasse, il transcende, parce qu'il a été éduqué. Mais on ne peut pas toujours. Je veux dire qu'il faut, je veux dire qu'on on a peur et c'est justifié. Et toutes les peurs sont justifiées, d'une certaine manière, parce que la vie est un grand vertige. Mais gardons nos peurs et on dit, ok, c'est justifié. C'est normal que j'ai peur. Mais c'est pas grave. Vous parlez à un moment donné de Nikos Aliagas, que vous avez rencontré aussi. C'est étonnant ce personnage, parce qu'il est à la fois présentateur vedette de TF1, et en même temps, il a un discours très, très puissant aussi sur le courage. On est des hommes, très grec d'une certaine façon. Mais oui, alors lui, il est vraiment un héritier de la culture grecque par essence. La rencontre avec Nikos Aliagas, elle a été assez étonnante. C'est parce que moi, j'ai pas la télévision. Ouais. Et donc, j'avais découvert ces photos que je trouvais extraordinaires, d'une puissance d'âme, de poésie. Les textes qui les accompagnaient étaient éminemment spirituels, poétiques, puissants. Et je me suis dit, oh là là, cet homme, ça doit être un ascète qui vit au bord d'un lac pour faire ces photos-là. Et donc, j'en parle avec un ami qui me dit, mais Blanche, c'est le présentateur vedette de TF1, de The Voice. Je dis, mais non, c'est pas vrai. C'est pas possible qu'il soit dans ces deux mondes-là, c'est impossible. Il me dit, mais je te jure, et je voulais tellement pas le croire qu'il a dû me montrer des vidéos.
Et donc, je l'ai écrit en me disant que j'adorais ces images. Et lui me dit, mais moi, je lis vos livres depuis des années. Mm. Et donc, on s'est rencontrés par l'âme, d'une certaine manière, moi par ces images et lui par mes livres. Et donc, je lui ai dit, écoute, après, on est devenus amis. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour parler du courage de rester fidèle à son âme, même dans des contextes difficiles? C'est-à-dire que quand on aime à ce point la terre, les mains des hommes, les artisans, l'horizon, la vie en pleine nature, la vie brute, hein, c'est un grec pur, la vie brute essentielle, le plein soleil, passer autant de temps dans les studios de TF1, c'est un peu un grand écart, quoi. Et donc, je trouvais que c'était un vrai chemin d'arriver à rester fidèle à son âme, quelles que soient les circonstances, dans des modes de vie très différents. Et donc, j'ai recueilli son témoignage et je trouve qu'il a donné des clés pour ça, pour rester fidèle à soi-même, quelles que soient les circonstances. Il a dit quelque chose d'essentiel à mon sens. Il a dit, la clé, c'est de jouer le jeu. Et à l'intérieur, on ose la nuance. Par la nuance, on peut arriver à semer un peu d'âme, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Voilà. Vous dites d'ailleurs, le courage, c'est d'aller au-delà du courage. Le vrai courage, il demande à se dépasser lui-même. Oui, alors j'ai pris l'exemple d'Églantine Émeillier, qui est une femme qui a un enfant autiste handicapé très lourd. Et donc, elle me dit, je lui ai demandé quand est-ce qu'elle avait eu besoin de courage. Elle m'a dit quand j'ai dû accepter que mon fils ne pouvait plus vivre à la maison, mais qu'il devait aller dans un centre, parce qu'en fait, j'arrivais pas à lui donner les soins dont il avait besoin. Je n'avais pas le cœur à me séparer de mon fils, et donc j'étais obligée d'avoir du courage. Donc finalement, le courage, c'est presque quelquefois aller au-delà du cœur, dans le sens où on n'a pas le cœur à faire ça, mais on vise un plus haut objectif, même si ça nous brise le cœur. C'est une explosion du cœur, d'une certaine manière. On vise l'âme à travers le cœur. Blanche de Richemont, une dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre discussion, notre conversation, je dirais. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous voudriez vous donner le courage de faire dans les prochains mois? C'est difficile parce que je sais comment aller le chercher. Je ne sais pas très bien Ah, vous toujours. attendez qu'il vienne Non, je le cultive. Mais après, comment savoir si je l'aurai au moment où je l'espère? Mmh. Le courage d'écrire un roman, pour moi, ça me demande du courage, en effet. J'aurais... Courage d'écrire un roman, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il faut toujours alors, vous savez un livre... Non, j'en écris aussi, mais bon... Non, alors pour moi... J'ai pas l'impression que c'est du courage. On se met pas particulièrement en danger, quand même. Bah si, parce que vous pouvez aussi faire quelque chose de nul, vous pouvez aussi ne pas réussir, ça peut aussi faire un flop, ça peut aussi aller à la poubelle, enfin tout est possible. Pour moi, chaque livre, c'est comme une histoire d'amour, c'est à chaque fois une première fois. Donc je repars à zéro, j'ai l'impression à chaque fois. Non, mais en fait, je rêve d'écrire un roman depuis 20 ans. Et je vais enfin oser l'écrire. Donc, en fait, il faut toujours du courage pour réaliser ses rêves, parce que les rendre réels, il est plus facile parfois de rêver que de rendre les choses réelles. Et donc, ça demande du courage parce qu'on a peur parfois de ne pas être à la hauteur de ses rêves. Et donc, finalement, voilà, oser. Et que finalement, se dire que finalement, ça veut rien dire être à la hauteur ou pas à la hauteur de quoi, de qui. Oser, tout simplement. Et vous repartez dans le désert prochainement? Oui, mais dans un an, dans le désert d'Algérie. Il vient d'ouvrir le désert d'Algérie, le désert du Tassil-i-Najer. Et pour moi, un des plus beaux déserts du Sahara. Et je rêvais d'y retourner. Et ça y est, ils viennent de rouvrir. J'ai vu que vous emmeniez des enfants parfois dans le désert. Alors oui, j'ai emmené les miens. Alors en fait, je donne des conférences dans le désert, donc je les fais que pour des adultes, mais parfois aussi en intergénérationnel, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de mêler les enfants à cette quête-là, de vivre l'enseignement du désert. Et donc j'ai à chaque fois emmené mes enfants avec moi, et la première fois que j'ai emmené mes fils, le plus petit avait 4 ans et demi. Et donc, il marchait aussi dans le désert, et sur les chameaux, et dormait à la belle étoile. Et je pense que là, vous voyez, ça, c'est une initiation pour essayer de les élever à avoir du courage. Blanche de Richemont, je rappelle l'intitulé de votre livre, le titre de votre livre, Allez, courage, petit traité de l'ardeur aux presses de la Cité. Merci beaucoup d'être venu à Pile Poule. Merci Blanche. Merci Marc.
C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.